Alors bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là ce soir en présentiel sur Zoom, YouTube. Voilà, on est là ensemble encore une fois. Ça tient toujours un peu du petit miracle parce que franchement, voilà, comme ça, des chercheuses et des chercheurs de sens qui se retrouvent, ou qui s'agrègent comme ça à un moment donné. C'est quand même toujours assez... Ouais, ça me touche toujours finalement. Et même pas finalement, au départ en fait, même pas à la fin. Donc voilà. Bon. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette pratique. Ce soir, j'ai envie de vous parler. Alors, je vais essayer de présenter les choses de manière pas du tout technique, parce que le but, c'est quand même qu'on médite, bien sûr, et je ne vais pas faire un long discours, mais j'avais envie de revenir à une notion de base quand on parle de la pratique de l'entraînement de l'esprit, ou plutôt la pratique du calme mental, selon la tradition du Mahamudra. Alors ça, c'est le grand terme, voilà, pour parler de la nature de l'esprit. Mais d'une manière assez simple, on va entendre parler du Mahamudra de la base, du Mahamudra du chemin et du Mahamudra du fruit. Alors, bon, Mahamudra, c'est déjà pas simple à prononcer, bien que c'est pas trop compliqué, mais disons, parlons de base, de chemin et de fruits. Ça sera plus simple. Et là où ça nous intéresse beaucoup, c'est qu'on retrouve cette notion base, chemin, fruit dans une autre triade qui s'énonce ainsi vue, méditation et action. Et c'est assez intéressant parce que vue, ça veut dire la façon dont on voit les choses. Et donc, non seulement dont on les voit, mais comment on les entreprend. Mais en fait, on ne peut pas les entreprendre d'une manière neutre. Ça n'existe pas. On entreprend toujours quelque chose du point de vue bouddhiste, et pas que du point de vue bouddhiste d'ailleurs, mais avec un conditionnement. C'est-à-dire avec une paire de lunettes, en fait. Avec un regard. On a un regard sur les choses. On aborde toutes les manifestations, tout ce que l'on perçoit, on l'aborde toujours avec un regard particulier. C'est pour ça qu'on dit vue. Vue, tawa en tibétain, c'est vraiment la vue. C'est vraiment le fait de voir. Mais on utilise ce terme pour décrire aussi une vue philosophique. Alors évidemment, dans une vie philosophique, d'autant plus, on voit les choses d'une manière donnée. Et il y a une grande différence. Et donc ça, c'est la base. Et la base, c'est donc, et vous verrez, c'est beaucoup plus que ça, mais disons, ça touche ce qu'on appelle la base, le Mahamudra de la base, ou le terrain, on pourrait dire. C'est le terrain dans lequel on va placer la pratique du calme mental. Ensuite, il y a le Mahamudra du chemin. Chemin, c'est assez clair, c'est la démarche. C'est la démarche, c'est les moyens, et c'est là qu'on va retrouver la pratique dite du calme mental, c'est-à-dire shamatha, vipassana, shamatha qui est shiné et shakton. Shamatha, c'est juste la pacification. Quoi, c'est juste, c'est pas juste ça, mais disons, c'est la pacification et la stabilisation de l'esprit. Shakton, c'est la vision supérieure. En fait, de manière assez simple, on stabilise l'esprit, puis ensuite, une fois que c'est stabilisé, on peut commencer à voir, on pourrait dire. On voit cela qui est stabilisé. Bon, voilà, ça c'est vraiment un hyper résumé, mais ça tient. Et puis ensuite, troisième aspect logique, c'est le fruit. C'est-à-dire on a fait le chemin on arrive au fruit. On arrive au fruit, au terme du chemin, etc. Et là, le fruit, eh bien, c'est évidemment la réalisation de l'éveil et l'activité. C'est pour ça qu'il y a un parallèle entre base, chemin, fruit, et puis la vue, la méditation, c'est-à-dire ce que l'on développe dans le chemin, et l'action, c'est-à-dire comment on agit à partir du moment où on réalise le fruit. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en être éveillés, c'est pas la grande retraite, tranquillo, c'est au contraire l'action. C'est l'action éveillée. C'est l'action éveillée pour faire que l'ignorance en l'esprit des uns des autres diminue. Donc, d'où le fait de on verra les Bouddhas donner des enseignements, répondre à des questions, etc. Donc il y a toute cette activité, la plus visible pour nous, l'activité visible de l'enseignement, de la transmission, pour que justement on puisse petit à petit s'éclairer. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement logique.
Maintenant, c'est extrêmement logique, mais c'est bien d'en avoir vraiment conscience, parce que cette notion de base, de terrain de base, eh bien, forcément, ça a une importance gigantesque. Si on aborde, imaginons, la base en se disant, et c'est là où c'est un peu philosophique, mais je vais le ramener vraiment à notre pratique. Si on aborde la base en se disant, bah, finalement, il y a moi et le monde, ce qui est une approche, bah, vous en conviendrez, extrêmement basique, où on s'y retrouve tous, parce qu'a priori, on aborde en général les choses comme ça. C'est-à-dire, il y a moi et il y a les phénomènes. Donc s'il y a des phénomènes, il y a des interactions, et donc j'ai un monde d'objets, on pourrait dire. Alors évidemment, c'est un prémisse philosophique qu'on ne questionne pas. C'est-à-dire on est projeté dans le monde, dans un monde vu comme extérieur, profondément. C'est-à-dire on va nous parler de notre réalité. C'est un discours culturel, c'est un discours impensé, c'est un discours philosophique, n'importe, etc. Et puis on a beau pas du tout s'intéresser à ce genre de questions, il n'empêche que on porte en soi une vision, tout le temps. On ne peut jamais dire je ne porte pas en moi une certaine vision des choses. Ah, ça c'est strictement impossible. Même si on n'en est pas conscient. Donc, et cette vision de base, hello Laurence, cette vision de base, c'est vraiment la vision de moi et un objet. Moi et le monde. Donc voilà, c'est donné comme ça, de manière très claire. Alors là, maintenant, si on se transpose dans ce Mahamudra de la base, là, on est dans une perception justement de la base, de cette base. Bon, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière le mot base, mais disons, si on se place du point de vue de la base, c'est-à-dire du point de vue du regard fondamental avec lequel on perçoit les choses, alors là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'en termes bouddhistes, on va parler de Rangnam. Rangnam, ça veut dire quoi? Ça veut dire on pourrait le traduire par sa propre manifestation. Ça fait un peu technique, mais c'est mieux que projection, parce que projection, c'est presque galvaudé. Tu projettes, arrête de projeter. Hein, c'est rentré dans le langage familier habituel, sans trop finalement réfléchir à ce qu'on fait. Techniquement, quand on parle de Rangnam, voilà, dans le contexte du Mahamudra, ça veut dire que tous les phénomènes que je perçois, tous, sont toujours Rangnam, c'est-à-dire ils sont toujours produits, ou on pourrait dire ils sont toujours manifestations de moi-même. Donc on n'est pas du tout sur la même base. C'est-à-dire là, il y a une différence fondamentale entre arriver au monde et s'inscrire comme un individu dans le monde, avec une extériorité clairement, clairement assumée, je ne sais pas, en tout cas clairement pensée, sans être forcément toujours dite. Mais ça va de soi. Il y a moi et il y a le monde. Là, du point de vue du Mahamudra, on n'est pas du tout dans cette idée. On est vraiment dans l'idée que je ne suis pas dans le monde, je suis dans mon monde. Ça change déjà beaucoup. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer un monde hors de mon intervention. C'est impossible. Donc le monde n'a pas une autonomie, vu comme ça, le monde n'a pas une autonomie en lui-même qui tient par lui-même, justement. Ce serait ça l'idée d'une autonomie. Une autonomie, c'est que quoi qu'on fasse à l'égard du monde, de toute manière, le monde vit sa vie et moi la mienne. Du point de vue du monde comme, on va dire, auto-manifestation de soi-même ou manifestation de soi, le monde est forcément en rapport avec moi. Ça, c'est très clair. Donc, je reviens au Mahamudra de la base. Donc, à partir du moment où on parle ensuite du Mahamudra du chemin, c'est-à-dire dans la démarche méditative, ben la démarche méditative, elle va complètement différer si on l'aborde en pensant que nous sommes moi et le monde, c'est-à-dire je suis dans un monde d'objets et la méditation est un monde d'objets. Forcément. Même si on ne le conscientise pas comme ça, tout ce qui se passe dans l'esprit, ou que je perçois à l'extérieur encore plus, est forcément autre chose que moi. Alors que si je suis
Mais même comme exercice, si je suis dans l'idée que je suis dans Rangnan, c'est-à-dire que tout est manifestation de moi, ben, ça veut dire que ben, tout est manifestation de moi. C'est-à-dire que j'ai une relation avec la totalité de ce que je perçois. Simplement, on ne s'arrête pas là. On va dire que la totalité de cela qui se manifeste, et c'est là où ça devient un petit peu, bah, pas toujours très simple à capter, mais en même temps, c'est faisable, je pense, de l'envisager. Tout cela qui se manifeste est totalement est dépourvu d'une matérialité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir attraper, alors qu'un objet, c'est super pratique. Hein. J'ai une tasse, c'est un objet. Donc j'attrape la tasse, je suis en train de le faire, et je déplace la tasse. Donc évidemment, face à cette affirmation du réel, c'est très difficile de dire que la tasse, c'est ma manifestation. Hein. On ne voit pas en quoi c'est ma manifestation. Là où on va dire que c'est ma manifestation, c'est parce que j'ai une relation avec la tasse. Ça ne veut pas dire que je viens de produire par magie une tasse avec aussi par magie du thé dedans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la tasse n'est jamais absente de tout mon monde de référence, de tout mon monde sensible, de perception, d'appréciation, etc. Et que donc, à l'égard d'un phénomène mental, d'une pensée, d'un état que je traverse, il est toujours visité par moi-même. Il est toujours co-construit, on pourrait dire. On est dans un rapport co-construit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que si on pense qu'on est dans un rapport d'objet, ça veut dire que ce qui s'élève dans l'esprit va pouvoir, par exemple, être soit conservé, soit rejeté. On va pouvoir rentrer dans la grammaire standard du monde, celle qu'on a apprise, où on pense que justement on prend la tasse, on déplace la tasse, on vend la tasse, on aime la tasse, on n'aime pas la tasse, etc. On a un rapport de transaction avec la tasse. Dans une vision, comme je viens de le décrire, cette vision, on va dire, du Mahamudra, mais bon, bref, cette vision bouddhiste, alors évidemment, ça ne veut pas dire que les objets extérieurs cessent d'exister, mais tout ce que je fais, on pourrait dire, à l'objet extérieur, c'est un peu une formule, mais juste pour essayer d'illustrer, je le fais à moi-même d'une certaine manière. C'est-à-dire, je ne peux pas complètement externaliser le monde en pensant que finalement, ben, ça ne me regarde pas trop. C'est-à-dire que non. En fait, le rapport que j'ai à l'objet vaut presque plus que l'objet lui-même. C'est-à-dire mon rapport, par exemple, de détestation ou d'attachement à l'égard de la tasse aura une plus grande valeur que la tasse elle-même. La tasse, en définitive, bon, c'est un peu de terre, une couleur rajoutée dessus, quoi, bon, bref. Mais par contre, ce que j'investis dans la projection du monde, ça, c'est considérable. Alors évidemment, quand je prends l'exemple de la tasse, c'est pas gigantesque comme démonstration. Mais après, quand je conçois mon rapport au monde en termes d'amitié, d'inimitié, de peur de mourir, de, j'en sais rien, vouloir vaincre, penser qu'on perd, espoir, crainte, alors là, on arrive évidemment dans le dur, c'est-à-dire dans là où on s'inscrit en fait. C'est-à-dire on s'inscrit toujours dans un rapport aux choses. Donc c'est très intéressant de voir que dans les textes classiques sur le Mahamudra, on part de la base. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord de dire ça. Et c'est très important. Et on a besoin aussi de dire une chose fondamentale, c'est que la base, très 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 au fond, elle est au-delà de l'idée d'un monde ou d'une absence de monde. Ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Je vais le simplifier en disant que la base fondamentale de l'esprit, soit elle est reconnue pour ce qu'elle est et nous sommes un être éveillé, soit elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est et nous sommes un être ordinaire. On va poser ça au cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais d'altération possible de notre nature fondamentale. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la possibilité, on pourrait dire, d'ouvrir les yeux. On peut toujours réaliser sa véritable nature parce qu'elle est tout le temps là. On pourrait dire qu'on est sans cesse dans une zone d'indétermination. C'est-à-dire qu'on peut soit pencher
vers la réalisation de l'éveil, soit penché vers l'ignorance. On peut toujours faire les deux. Ce qui fait qu'à l'égard d'un phénomène mental qui s'élève en l'esprit, on peut soit être pris par une émotion, admettons, mais on peut aussi observer la nature limpide de cette, parlons d'une émotion ou d'une pensée, n'importe, et puis tout à coup voir la nature de la conscience. Ça, c'est la grande affirmation du Mahamudra de la base. Ok. Alors, je ne sais pas du tout si je vous ai perdu ou pas, ce n'était pas le but si je vous ai perdu. Le but, c'était juste d'introduire quelque chose du point de vue de notre position avant de rentrer dans la pratique. Parce qu'après, il y a le Mahamudra du chemin. Le Mahamudra du chemin, ben voilà, à partir du moment où on sonne le gong, tac, on est parti, on va cultiver la présence, ou alors on va cultiver l'attention, avec le va-et-vient du souffle, ok. Mais on est toujours lié à la manière dont on voit. C'est-à-dire que toute, par exemple, matérialisation de la conscience, elle n'est possible que parce qu'on pense la matérialisation de la conscience. Si on ne pense pas la matérialisation de la conscience, on ne peut pas la penser. On n'a pas de temps pour développer là-dessus, mais l'incidence, je veux dire, la force incroyable conditionnante de ça, c'est gigantesque. C'est-à-dire on va pouvoir développer des systèmes de pensée, des systèmes de médecine, des systèmes d'organisation sociale liés à ça, c'est-à-dire liés aux visions que l'on a, complètement. Donc c'est extrêmement important, extrêmement important. D'autant plus du point de vue de l'esprit. On peut matérialiser l'esprit comme le laisser dans une nature fondamentale à découvrir. Dans une idée de matérialisation de l'esprit, finalement, on va franchir la dernière étape vers l'hubris de la maîtrise, très simplement. Parce que si la conscience est un objet, on peut la modifier, on peut l'acquérir, on peut la transformer, l'éliminer, n'importe. On peut faire tout ce qu'on pense que l'on fait avec les objets. Donc ici, on est toujours dans cette vision du Mahamudra, on est toujours ramené à la nature même de cela qui s'élève. Forcément, vu qu'il n'y a pas l'idée de la possibilité d'attraper un objet qui existerait vraiment à l'extérieur. Jamais. On pourrait presque dire que toute l'extériorité qu'on perçoit, l'extériorité externe à moi-même, les sons, les images, etc., mais même cette externalité ou extériorité interne, c'est-à-dire les pensées. Les pensées, il y a toujours moi et ma pensée. Donc c'est aussi, je m'extrais d'une certaine manière de ma pensée. En fait, tout ça est toujours, on peut toujours le percevoir en rapport à moi-même, et non pas comme quelque chose qui existe hors de moi. Et si ça n'existe pas définitivement hors de moi, eh bien alors, donc ça veut dire que ça a à voir avec ma propre conscience. Et donc je peux observer la nature de ça. Sinon, c'est-à-dire sinon, je renonce à observer ce qu'il y a dans la nature fondamentale de la tasse et je ne m'attache qu'à l'objet tasse, en fait. En gros. Mais bon, voilà. De toute façon, là, je suis un peu fou, je dois dire, parce que vous parlez de ça en 20 minutes, je ne sais pas. Mais c'était quand même l'idée pour donner 2-3 couleurs. Parce que là, on va méditer. Et on va méditer, et on peut très bien méditer en se disant, la méditation, c'est comme une tasse, c'est-à-dire c'est un objet, ou alors on pourrait se dire que tout ce qu'on va percevoir, tout, la totalité, c'est toujours que nous-mêmes. Et rien que se dire ça peut changer complètement les choses. Parce que notre distraction, c'est nous-mêmes, notre absence de distraction, c'est nous-mêmes, le plaisir que l'on a, c'est nous-mêmes, notre lassitude, c'est nous-mêmes, notre fatigue, c'est nous-mêmes, notre esprit éveillé, c'est nous-mêmes. Tout ce qui se produit peut être observé, alors comme, et au bout d'un moment tellement observé que finalement, c'est difficile de dire juste ça, c'est nous-mêmes, et ça, c'est pas nous-mêmes. Mais bref, c'est juste l'idée de se rappeler que cette base, c'est le regard que l'on entraîne, et que ce regard a une incidence, bien sûr, sur la façon dont on voit les choses. C'était juste ça. Voilà, bon, écoutez, j'ai essayé, juste pour nous sensibiliser peut-être à une curiosité différente.
Mais ça n'a rien de neuf, hein, étant donné que ça, c'est dans tous les traités de base. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va commencer à... Eh bien, merci Zibi. On va commencer avec une prise de refuge et développement de l'esprit d'éveil, et puis ensuite on rentre directement dans la pratique. Sangye Jodon Tsoge Jonam Lai Chancho Parado Dane Jalsoje Dage Jenso Ke Pesunam Ke Rola Benjire Sangye Drombai Simchen tamche dewa tang deve ju tang den prai ju ji dunga ke ju tang del warai ju ji dunga me pe dewa tang pa tang men del warai ju ji nye ring cha tang nye tang del we tang pola na prai ju ji Palen sawe lama rempai che Dage jiwa beme den jola Kari jempe gone jesunte Kusum tunge ngaro zeldo. Je vais juste réciter quelques fois, un certain nombre de fois, la prière d'invocation très très simple, Lama Tieno, qui est vraiment comme on pourrait dire un gourou yoga essentiel. C'est vraiment juste la présence du maître spirituel. Quand on dit maître spirituel, c'est vraiment la personnification de l'amour, de la compassion, la réalisation pleine et entière de la nature de l'esprit. Donc c'est pas forcément quelqu'un, c'est vraiment plutôt un quelqu'un qui représente quelque chose, qui va au-delà des choses. Et donc c'est une prière d'invocation pour comme s'ouvrir à cette bénédiction, la recevoir, et au moment où ensuite on reste dans le moment d'absorption de cette bénédiction, peut-on dire, et qu'on illustre par cette lumière qui entre en nous, qui s'installe en notre cœur, et l'indifférenciation dans laquelle on se place, on peut goûter quelque chose peut-être qui va au-delà des mots, des représentations, et ensuite à partir de là rentrer dans la pratique. Lama Jeno Lama Jeno Lama Jeno Tinchen Lama Jeno Lama Jeno Tinchen Lama Et là, on imagine cette présence qui est lumineuse, comme de la lumière qui passe par le sommet de notre tête, qui descend dans notre corps, qui s'installe au niveau du cœur. Cette présence de l'amour infini, de la compassion infinie, de la réalisation infinie de la nature de l'esprit, au-delà de l'être, du non-être. Cette présence est là, lumineuse, elle fond en lumière en nous, et on demeure dans l'indifférenciation.
Voilà, tout simplement. Juste une façon d'être de devenir un réceptacle approprié. C'est ces termes qu'en général on en parle. Juste de manière à faire qu'ensuite, à partir de là, et rester ainsi dans cet état, on va là entrer dans la pratique méditative qui simplement, donc, c'est comme installer la présence dans cette conscience de base, on pourrait dire, dans ce quelque chose qu'on touche peut-être ou pas. Il n'y a pas d'espoir non plus, ni de crainte à avoir qu'on est touché ou pas touché. C'est juste que maintenant, on va entrer dans cet exercice de présence où juste que nous sommes présents à la présence du corps, à la présence des sensations, des perceptions, mais une vive présence, une présence qui se rappelle à nous-mêmes. Si tout à coup nous quittons le champ de cette présence, nous prenons conscience que nous l'avons quitté, nous revenons à la présence.
petite pause pour nous étirer, reprendre une autre posture, sortir de notre torpeur, n'importe. Tout ce que je vous ai dit avant concernant ce Mahmouda de la base, mais de la même manière la pratique méditative, il faut vraiment le comprendre non pas comme un discours sûr, pas du tout, mais en fait, du point de vue bouddhiste, toute technique, toute philosophie, tous les moyens en fait, sont pour nous ramener au réel. C'est nous ramener à la réalité. Il n'y a pas l'idée de sortir de la réalité. Pourquoi? Parce que le point de vue bouddhiste, c'est que en fait, nous sommes dans un imaginaire. On va se penser dans le réel, mais non, en fait. Ça ne veut pas dire, c'est pas une négation du réel comme ça, du genre nous sommes tous fous en pensant que nous sommes dans le réel alors que nous ne sommes pas là. C'est pas le genre d'élucubration. C'est simplement dire que il n'y a rien de plus subjectif que le réel, en fait, évidemment. Et donc, être en contact avec le réel, c'est voilà, c'est pas avec un réel, ni le mien ni celui d'un autre. Il y a quand même l'idée d'être en contact avec le réel. Le réel ne veut pas dire la vérité. La vérité est à découvrir. Mais le réel, par contre, lui, c'est déjà un bon pas. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous désencombrer de beaucoup de choses qui n'ont justement rien à voir avec le réel. Le réel, d'une certaine manière, c'est il pleut. Ça, c'est le réel. Il pleut. Après, c'est bien qu'il pleuve ou zut, il pleut encore. Ça, c'est déjà moins le réel. Mais il pleut, c'est déjà bien. Donc, d'une certaine façon, le réel, c'est de la même manière l'impermanence, par exemple. L'impermanence, ce n'est pas une idée, c'est la nature des phénomènes. Donc, mais l'impermanence, c'est pas juste oh zut, les choses disparaissent. Non, leur nature, c'est d'être apparente et disparaissante. C'est pas de disparaître. Disparaître, c'est pas le réel. Parce que pour disparaître, il faudrait qu'elles aient été à un moment donné existantes. Et ça, c'est l'imaginaire. Bref, ça devient très vite philosophique. Le problème, c'est ça un peu. C'est-à-dire que quand c'est philosophique, au bout d'un moment, on se dit, bon, je comprends pas. Ou je comprends, puis du coup, on fait de la philosophie. Alors que le réel, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que le réel dans la méditation, c'est exactement cela qui se passe. C'est tout. Donc ça peut jamais être bien ni pas bien. C'est impossible. Parce que bien et pas bien, ça n'a pas à voir avec le réel. Voilà. D'ailleurs, là, par exemple, on se dit on a médité. Oui, peut-être. Ouais. Mais n'empêche que ce moment, il est totalement déjà passé. Voilà, c'est comme ça. On peut dire ça, oui, bien sûr, on a deux, trois choses qui nous témoignent de ça, mais c'est terminé. Ça c'est un exemple typique du réel. Et c'est déjà terminé. Mais voilà, mais ça se termine très très vite, ça se termine au moment où ça commence. C'est pour ça que l'instantanéité, c'est pas le présent. C'est pour ça qu'on va dire ne reviens pas dans le passé, ne reviens pas dans le futur. C'est pas simplement ne pas élucubrer, évidemment c'est ça, mais c'est aussi ne pas solidifier. C'est-à-dire que l'instantanéité, c'est le réel tel qu'il se donne tout le temps. Il n'y a rien de plus étrange de penser qu'un souvenir puisse être un accès au réel. Non, étant donné qu'on n'a en général pas le même du souvenir. Alors on a tous pourtant vécu le... Là, on devrait avoir tous le même souvenir, par exemple, si on était dans un rapport au réel. Il s'est exactement passé la même chose pour moi que pour vous. La preuve, on était là ensemble.
Donc évidemment, c'est un accès à rien du tout. C'est un accès éventuellement à ce que moi j'ai vécu, mais est-ce que ça c'est le réel? Pas du tout sûr. Donc c'est pour ça que du point de vue bouddhiste, c'est pas philosophique, c'est au contraire comme simplement revenir, voilà, aux sensations, à l'observation, au contact, tout simplement le contact avec les pensées qui s'élèvent, le contact avec les mêmes pensées qui disparaissent, le contact avec moi qui veut quelque chose ou qui veut pas quelque chose. C'est vraiment revenir à la trame, on pourrait dire. Mais la trame sans discours. C'est presque une trame, oui, dépouillée du discours. Parce que dans la trame, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté. Dans le discours, il y a toujours quelque chose qui nous enferme, tout le temps. Une histoire, elle peut être très belle, mais elle est quand même enfermante. Parce que le problème de l'histoire, c'est qu'elle se termine aussi. Donc forcément, donc du coup, on termine avec. Voilà, bon, c'est juste pour égayer la pause. Voilà. Donc, ça marche, hein? Voilà. À partir de là, on peut continuer. Continuer. Ça c'est un magnifique piège, ça, continuer. Comme si on allait continuer quelque chose. Bon, on peut se raconter ça si on veut. L'observation du va-et-vient du souffle est un bon point de départ pour être en contact avec le réel.
Une petite pause. En tout cas, le Bouddha, quand il réalise l'éveil, on pourrait dire, il réalise la nature du réel, en fait. C'est pour ça qu'il va y avoir ensuite, une fois qu'on va essayer d'expliciter l'enseignement du Bouddha, on va parler des deux vérités. Vérité relative, vérité ultime, par exemple. La vérité ultime, c'est la nature du réel. La vérité relative, c'est notre expérience. Donc, c'est justement une manière en fait, d'exprimer ça. D'exprimer qu'à partir du moment où l'on sort des voiles dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire de l'imaginaire, on finit par regarder d'une part le réel, mais non seulement de le regarder, mais aussi d'en comprendre la nature. Et quand on comprend la nature du réel, eh bien, on est libre d'un certain nombre d'illusions, de l'ignorance, etc. Mais la manière bouddhiste de s'y prendre est assez particulière, vu qu'en fait, le Bouddha commence par parler de, on pourrait dire, de l'illusion. La première vérité des nobles, c'est dukkha, c'est-à-dire que c'est l'expérience ordinaire. Et en fait, il parle beaucoup de l'expérience ordinaire. Pourquoi? Parce que, eh ben, justement, l'idée, c'est d'aller regarder au cœur de l'expérience ordinaire. C'est là où on va voir, en fait, la nature du réel. Il propose pas du tout dans son enseignement l'idée de partir dans autre chose, dans une autre réalité. Il propose pas ni un état de conscience altéré, ni un paradis à atteindre, ni rien de ce genre. Pas du tout. En fait, c'est vraiment les quatre vérités des nobles ou les quatre nobles vérités, quelle que soit la manière dont on les dit, eh bien c'est vraiment une invitation à aller regarder au cœur, encore une fois, de ce réel qui se présente à nous sous la forme dont on le vit, évidemment. Vu qu'il ne parle pas de la réalité de ceux précisément auxquels il s'adresse. Sinon, son enseignement se serait terminé avec les individus auxquels il se serait adressé. Il s'adresse à l'expérience possible que l'on peut tout le temps faire du réel, à travers notre réalité, tout simplement. Il ne parle pas de la réalité de quelqu'un quand il parle de dukkha. Il parle de la nature de la réalité. Et cette nature de la réalité, on y accède toujours par le biais de la réalité, justement. Et c'est pour ça qu'il insiste sur la contemplation de dukkha. Pas du tout pour dire c'est horrible, quelle affreuse chose que d'être dans le monde vu qu'il y a plein de souffrances. Pas du tout. Pour lui, la souffrance, c'est de ne pas comprendre la nature du réel. C'est ça la souffrance, du point de vue bouddhiste. Et ça, c'est extrêmement intéressant. La souffrance, c'est pas d'avoir mal. Alors oui, dans notre expérience, évidemment, il n'y a pas l'idée de nier ça. Mais la souffrance fondamentale, c'est de ne pas comprendre la nature du réel. D'ailleurs, on a des moments où on comprend ça, quand tout à coup on est tellement parti dans l'imaginaire qu'on voit qu'effectivement ce qui nous fait souffrir, c'est d'être parti dans cet imaginaire. C'est de plus trouver le moyen d'être en rapport avec le réel. Si par exemple on s'est imaginé qu'on nous en veut, c'est un exemple qui est assez parlant, alors là, on peut partir très très loin. Et là, tout à coup, la souffrance, ouais, vraiment, la souffrance, c'est l'imaginaire, c'est pas du tout la réalité. La réalité, elle s'est peut-être produite un instant. On nous a dit une parole blessante, admettons. Mais nous, on y pense pendant des mois, voire des années. C'est cette fameuse histoire, vous connaissez cette histoire des deux moines zen qui sont en train de marcher le long d'une rivière, puis ils voient une femme de l'autre côté. Vous la connaissez, cette histoire? Hein? Vous la connaissez, donc je ne vous la raconte pas. Alors. Si. Non, mais attendez, mais je ne vais pas vous la raconter si vous la connaissez. Je ne sais pas si les zoomers et les zoomeuses connaissent cette histoire. Je vous la fais très courte. Hein, comme ça, on médite encore. Pas, moi. Ah ben, merci Annie. Comme ça, voilà, tu donnes raison au fait d'avoir envie de la raconter. Donc, voilà, il marche le long de la rivière et puis tout à coup, il voit une femme de l'autre côté. Et puis, cette femme fait des grands gestes, appelle à l'aide, aidez-moi à traverser la rivière.
Et puis, bon, à l'époque, voilà, les vœux de moine à l'époque, au Japon antique, c'était des vœux de chasteté. Donc, du coup, les moines se disent non, mais c'est pas possible, on ne peut pas traverser la rivière, prendre une femme dans ses bras et traverser retour avec une femme dans ses bras, c'est impossible. Donc voilà, ils se prennent voilà, un peu la tête avec ça. Et puis au bout d'un moment, le vieux, parce qu'il y a un vieux moine et un jeune moine, et le vieux il dit bon allez, hop. Et il traverse la rivière, il prend la femme dans ses bras, il l'aide à traverser, voilà, bon, il l'amène de l'autre côté, on est emporté dans ses bras. Bon voilà, l'histoire s'arrête là. Vous voyez, il n'y a rien de drôle. Simplement, c'est pas la fin de l'histoire. Donc la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, après, il marche, il marche, il marche. Et puis ça s'est passé le matin. Et le soir, il y a le jeune moine qui dit au vieux moine, il dit, mais c'est quand même fou, hein. Quand je pense que tu as quand même pris une femme dans tes bras, c'est dingue, hein. Et puis le vieux moine, il dit, oui, oui, c'est vrai, j'ai pris une femme dans mes bras. C'est complètement vrai. On pourrait dire, c'est le réel. Oui, c'est le réel. Simplement, ça a duré le temps de la traverser. Mais toi, ça fait depuis ce matin que tu y penses. Donc en fait, voilà, c'est une petite histoire pour dire que, ben, en fait, le jeune moine, il l'a porté toute la journée, son idée. Voilà. Donc, alors, ça l'a fait souffrir, ou il a eu du désir, j'en sais rien. Il a vécu ce qu'il a vécu. Peut-être jaloux, il a vécu sa réalité, on pourrait dire. Mais sa réalité imaginaire. Et on est toujours dans notre réalité imaginaire. Et ça ne veut pas dire que c'est mal d'être dans une réalité imaginaire. Simplement, c'est bien de le savoir. Et c'est ça la grosse différence, en fait. Donc, commencer à voir le réel, c'est forcément moins souffrir. C'est pour ça que le Bouddha parle de la souffrance. Non pas pour dire le monde est souffrance. L'imaginaire du monde est souffrance. Mais le monde, il n'est pas souffrance. Il est ce qu'on voit. Voilà. Et là, on médite.
Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette période méditative. On va se quitter avec une dédicace, mais avant, j'avais envie de vous suggérer un petit exercice très simple qu'on peut faire n'importe où. C'est juste de se souvenir de ce terme Rang Nang. Alors le but, c'est pas d'apprendre un mot de vocabulaire. C'est simplement que Rang, c'est soi, Nang, c'est la manifestation. Et c'est juste à des moments être n'importe où nous sommes et se souvenir que ce que l'on voit, c'est en fait c'est notre propre vision, c'est notre propre conscience. Et c'est intéressant, non pas pour se dire ah c'est ça, mais comme exercice. Parce que la plupart du temps, on va se rendre compte qu'en faisant cet exercice, eh ben, tout à coup, ça va nous faire bizarre de presque devoir interpréter ce que l'on voit, non pas comme un objet habituel que l'on voit à l'extérieur de soi, mais en se disant, tiens, je me vois moi. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment moi, mais comme exercice, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça nous ouvre à cette possibilité de commencer à observer quelque chose qui nous regarde. Hein, d'ailleurs, c'est assez intéressant quand en français on dit ça me regarde. Mais qu'est-ce qui me regarde? Ben, la réalité me regarde parce que c'est la mienne, en fait. Donc voilà. Si vous avez envie, bien sûr, hein, c'est pas. Voilà. Et on termine avec une dédicace. Sonam diye tam che zempane tom ne nye pe janam pam jene kenga na chen balang cho pai sepe tsole do warai shu. Voilà. Excusez-moi, Oui, je oui, n'ai oui. pas pu me souvenir de tout ce qui était dit. Ouais. Se souvenir rang, que c'est soi, et l'autre mot, c'était quoi? Rang et Nang. Rang et Nang, ouais, N-A-N-G, N-A-N-G. Mais on l'écrit comme on veut. et Ça n'a ça veut dire aucune. quoi? Et ça veut Non? dire. Rang Nang, ça veut dire sa propre. Ça veut dire. Comment dire ça? Ça veut dire sa propre manifestation. Ça veut dire que finalement, ce que l'on voit, c'est nous-mêmes, pour le dire de manière très simple. Alors après, c'est juste un exercice. Ça ne veut pas dire que ce que je vois, c'est moi-même totalement. C'est juste un exercice très intéressant parce que la plupart du temps, on se dit ah tiens, regarde. Et donc, c'est juste, quand on fait l'exercice, c'est assez passionnant parce que du coup, eh ben oui, ah tiens, regarde, eh ben regarde comment je regarde. Mm. Parce que du coup, ça me rend sensible, ça m'ouvre à cette possibilité d'observer. Voilà, mais je ne vais pas faire plus long. Je vous Voilà, remercie. mais merci à vous. Comme vous voyez sur l'écran, la prochaine fois, c'est mercredi. Donc, mercredi, Tienrezi, 18h30. Et puis à 19h30, réflexion et intégration. Ça n'a pas pu avoir lieu la fois précédente, donc ça aura lieu cette semaine, ce mercredi, où on reprendra la matière que l'Acharya nous a donnée. Bien sûr, tout cela, ça concerne les personnes qui participent à ces activités liées au cycle Gompova, mais sinon il y a toujours la pratique de Chenrezi, elle évidemment ouverte à toutes et tous, et puis ensuite ce moment-là sur l'étude du texte, réflexion et intégration. Et puis sinon, lundi prochain, de nouveau, calme mental. Voilà, voilà. Bonne soirée. Et Et pour ceux qui n'ont pas pu y être à la réflexion, alors, si on parce participe, que j'ai dû oui, faire opposition à ma carte pas et de problème. Annick, ce qu'on fait, c'est que tu m'envoies un message. Comme ça, on laisse ça entre nous. OK? D'accord, merci. Pas de quoi. Bonne soirée Allez, bonne à tout le soirée à monde. tout le Au monde. Au revoir. revoir. Merci. Voilà. Non, parce que sinon, on règle son problème de carte maintenant. Donc, dis donc. Oui.